suffit d'entendre les quelques éléments qui sont juste une partie de ce que contient le livre, les éléments décrits sur ces médias mensonges qui ont marqué cette année de génocide, enfin, plus que cette année de génocide, ces 15 mois de génocide. On s'aperçoit que l'État d'Israël peut commettre les massacres les plus odieux possibles sans perdre le soutien d'un certain nombre de grandes puissances. Et cela n'est pas nouveau. Et par conséquent, il faut qu'on tente de comprendre ce qui fait ce lien entre cet État et un certain nombre de puissances mondiales qui n'hésitent pas donc à devenir complices du premier génocide télévisé de l'histoire de l'humanité. Alors le livre qui tente de répondre à cela, le manuel stratégique La Palestine du Moyen-Orient, est un livre qui s'inscrit dans une collection qu'on a ouverte il y a quelques années à Investigation, qui est une collection de manuels, et dont l'origine part d'un constat tout simple, qui est venu de la relecture, il y a quelques années, d'un grand monsieur qui s'appelle Antonio Gramsci, et qui nous expliquait déjà que les combats se gagnaient d'abord au niveau des idées. Que c'était parce que les dominants réussissaient à nous mettre dans nos têtes des grilles explicatives erronées, qui se banalisaient, qui apparaissaient comme évidentes, que l'on pouvait faire passer ensuite des mensonges pour des vérités. D'où l'idée de produire sur les grandes questions qui nous semblaient importantes dans ce monde, eh bien, une espèce de SMIG de savoir qui nous semblait important d'avoir en tête pour comprendre une réalité. Ça a donné naissance au manuel stratégique de l'Afrique, puisqu'on voyait se multiplier les guerres en Afrique qui étaient présentées comme des guerres ethniques, des guerres tribales, les Africains ayant sans doute un gène de violence qui les poussait à s'entretuer, eh bien de rappeler un certain nombre d'enjeux économiques et géostratégiques en Afrique qui expliquaient justement la succession de ces guerres. Un manuel sur l'immigration, nous sommes en France, il suffit d'entendre notre Premier ministre reprendre la thèse de l'extrême droite sur le grand remplacement pour s'apercevoir que c'était nécessaire, pour expliquer effectivement les enjeux qui tournaient autour de la question de l'immigration aujourd'hui. Et puis on avait mis en travail donc ce manuel qu'on a accéléré cette année avec le drame qui survenait. Avec toujours une même optique pour nous, qui était celle que je dis dans toutes mes émissions, pour ceux qui suivent Le Monde vu d'en bas, mon émission billet hebdomadaire, ça se termine toujours par le savoir est une arme, et ça commence par le savoir s'informer. Et donc c'était de donner les éléments permettant de comprendre un fait nouveau sur une question. Alors je ne vais pas restituer le contenu de l'ouvrage, mais plus faire un aller-retour avec l'actualité, avec la situation d'aujourd'hui. Une des thèses essentielles qui est développée dans le manuel, c'est de rappeler le caractère consubstantiel du sionisme et de la notion de génocide. Beaucoup ont été surpris et en réalité la question est de savoir, la véritable question n'est pas pourquoi il y a eu génocide. La véritable question c'est comment se fait-il que l'on s'étonne encore qu'il y ait des génocides avec un projet comme le projet sioniste. D'où la nécessité, et dans l'ouvrage je restitue tous les documents historiques, de revenir au débat interne au mouvement sioniste. Comment il s'est constitué? Qu'est-ce qu'il met en avant? Le sionisme est par définition une colonisation de peuplement. Et une colonisation de peuplement, en soi, le sionisme se définit comme colonisation de peuplement. Et une colonisation de peuplement est inévitablement, tendanciellement génocidaire. L'histoire de l'humanité ne connaît aucune colonisation de peuplement qui n'a pas été accompagnée par une tendance au génocide. Que la tendance devienne réalité totale ou non, ça dépend du rapport de force. Aux États-Unis, le rapport de force était tel que ça a amené un génocide complet, en Australie également. Ailleurs, le génocide s'est arrêté, ou en tout cas a été freiné, n'a pas pu aboutir, parce qu'il y avait un rapport de force qui a pu l'empêcher. On peut reprendre quelques exemples. Prenons des exemples que nous connaissons bien, puisque nous sommes en France, donc j'ai choisi des exemples français. La colonisation de l'Algérie. 1830, 4 millions d'habitants. 1872, 1 million d'habitants a disparu. 25% de la population a disparu en 40 ans. Ça s'appelle une tendance génocidaire. Kanaki. 1800, 100 000 habitants. 1900, 25 000 habitants. C'est une tendance génocidaire.
La question de savoir si c'est un génocide ou non, ou s'il faut être surpris par le génocide en Palestine, vient du fait que l'on oublie trop souvent, ou que l'on veut se rassurer en oubliant, que le projet sioniste en lui-même, l'idée de remplacer un peuple par un autre, l'idée de peupler une terre qui est déjà peuplée, conduit inévitablement au génocide. Bien sûr, un génocide va être freiné en fonction de la résistance des peuples, en fonction de l'état du monde, en fonction de l'état de l'opinion publique mondiale, mais ce frein n'empêche pas qu'il puisse rebondir à un autre moment. Et en fait, depuis 1948, nous assistons à un génocide par intermittence. Et donc nous pouvons déjà affirmer, et je vous assure que je le dis avec beaucoup de tristesse, que nous ne sommes que dans une trêve. Et que si nous ne sommes pas capables de construire au niveau mondial un rapport de force qui contraigne à arrêter ce génocide, eh bien il reprendra dans quelques temps. Et c'est avec cette dimension-là qu'il faut lire l'actualité. Vous avez tous, comme moi, vu le projet de Donald Trump il se fait humanitaire, hein, de proposer une assistance humanitaire aux habitants de Gaza en leur proposant d'aller habiter provisoirement, dit-il, pour 1 an, en Égypte ou en Jordanie, le temps de reconstruire Gaza. Voilà, ça, c'est le projet. Si vous lisez l'ensemble du texte états-unien, vous voyez le dernier paragraphe qui indique « Et nous demanderons au pays d'accueil de bien entendu faciliter l'intégration des Palestiniens qui voudraient y rester. » Ça apparaît au bout de ces 3 lignes, mais ces 3 lignes qui donnent le sens de l'ensemble du texte. L'idée est bien entendu d'amener les Palestiniens de Gaza de s'ancrer durablement en Égypte et en Jordanie, et donc de renoncer au droit du retour. Ça n'est pas un phénomène nouveau. Dans le livre, nous décrivons par exemple l'accord signé avec l'Albanie, non seulement élaboré, mais signé avec l'Albanie. Vous voyez, les sionistes voient grand. On a le même type d'accord qui n'a pas abouti avec l'Argentine, qui était un engagement de l'Argentine et de l'Albanie de prendre 5000 réfugiés palestiniens par an sur 10 ans, en échange d'une subvention, donc d'une aide économique d'Israël à ces pays. Et on a le même type de projet avec l'Indonésie. Autrement dit, le projet de génocide, c'est-à-dire d'effacement d'un peuple, que ce génocide se passe par le fait de tuer les personnes comme on a vu cette année, ou par le fait d'effacer ce peuple en le faisant partir, le projet de déportation, c'est du génocide également, eh bien, est consubstantiel au sionisme. Et il faut donc toujours veiller à ne pas avoir une vision restrictive du génocide. Ça n'est pas seulement tuer. Pourquoi les sionistes, l'État sioniste, attachent autant d'importance à effacer toute trace de l'histoire palestinienne de Gaza et de Cisjordanie? On coupe des oliviers, on renomme toutes les rues, les monts, etc., pour leur donner des noms hébraïques. Pourquoi cet entêtement à cela? Il s'agit d'effacer une identité et d'enlever toute trace historique de la présence d'un peuple à ce niveau-là. Autant dire d'emblée que le projet de Trump est déjà un échec. Ce qui montre que la meilleure réponse au sionisme est bien sûr la résistance. Vous avez, comme moi, vu le retour de ces milliers de réfugiés palestiniens allant réhabiter des ruines, plantant des tentes dans des ruines, et le faisant en dansant collectivement, le faisant en ayant des drapeaux, qui est la réponse à tous ceux qui pensaient que les Palestiniens, parce que c'est la raison de la violence de ce qu'on a connu pendant 15 mois, que les Palestiniens allaient, plutôt que de vivre dans ce champ invivable qu'est devenu Gaza, eh bien, aller partir. Là, les Palestiniens disent, eh bien, même si c'est que des ruines, nous allons rester et nous revenons pour y rester. Deuxième thèse que nous développons dans l'ouvrage en montrant que c'est quelque chose de très ancien, c'est une tendance très ancienne et non pas une réalité nouvelle, c'est le lien organique entre le sionisme et l'impérialisme. Le drame du peuple palestinien, c'est qu'il ne se bat pas simplement comme le peuple algérien contre un colonisateur. Il se bat contre un cartel de puissance qui, depuis la naissance de l'État d'Israël et même depuis le mandat britannique, parrainent ce projet sioniste de création d'un État. Autrement dit, Israël est un gérant local des intérêts des grandes puissances sur place, et on ne peut pas le concevoir comme entité autonome ou indépendante. Il est un outil de gestion du Moyen-Orient
qui est par ailleurs une région stratégique particulière, puisqu'elle est à l'intersection de 3 continents, l'Asie, l'Afrique et l'Europe. C'est dire l'importance de tout temps de cette région-là pour le contrôle du monde. Cela explique le soutien indéfectible. Beaucoup ont été découragés de voir que États-Unis, Europe, jusqu'au bout, ont soutenu Israël malgré ce génocide infect. Eh bien, là, c'est notre étonnement qu'il faut interroger. Ça veut dire que nous sommes encore naïfs. Ça veut dire que nous ne tirons pas les leçons de l'histoire. Mais paradoxalement, quelles leçons tirer de la réalité d'aujourd'hui? Paradoxalement, ça indique que nous ne sommes pas impuissants, justement. Si, effectivement, Israël réussit à tenir, à opprimer le peuple palestinien avec une telle horreur, parce qu'il sait qu'il est soutenu de l'extérieur, ça veut dire que nous qui vivons dans cet extérieur, nous qui vivons dans les États qui soutiennent, financent, arment Israël, nous avons une part de responsabilité. Autrement dit, ça pose la question de à quelle place de notre agenda politique, de notre agenda personnel, nous allons mettre la question palestinienne dans les mois et les années qui viennent. Nous sommes à un tournant aujourd'hui en Palestine. Contrairement à ce que les médias tentent de nous mettre en avant, 1, rien n'est terminé, 2, c'est loin d'être une victoire d'Israël. Par contre, nous sommes en situation d'être dans une contre-offensive internationale, et en particulier états-unienne, particulièrement importante, et donc beaucoup de choses vont se jouer dans les mois et les années qui vont venir. C'est surtout important parce que, malgré le drame, malgré le deuil qui est le nôtre, nous ne devons pas oublier que les Palestiniens n'ont pas été irrationnels, et les groupes de résistance n'ont pas été irrationnels dans ce qui s'est passé en Palestine. Avant le 7 octobre, on ne parlait plus de la Palestine. Avant le 7 octobre, on ne parlait que des accords d'Abraham, qui étaient un isolement du peuple palestinien. Avant le 7 octobre, la Palestine avait disparu des radars. Et si on évalue le 7 octobre comme étant un moyen politique, ou exactement une opération militaire que même des généraux israéliens avouent comme étant une réussite complète, un moyen militaire au service de fins politiques, eh bien, force est de dire que les groupes de résistance palestiniens ont atteint leur objectif. On parle de la question palestinienne, bien sûr ça a coûté cher. On parle elle est de nouveau au centre des débats politiques. À tel point que tous les États sont contraints aujourd'hui d'élaborer des propositions, etc., même si beaucoup d'entre elles sont des pièges, et celle de Trump en particulier, mais on voit bien en quoi, de nouveau, la question palestinienne est redevenue une centralité. Et surtout, l'opinion publique populaire mondiale a basculé en faveur du peuple palestinien au cours de cette année. Ça, on est tellement hanté par notre deuil qu'on peut ne pas le voir. En réalité, c'est un pas énorme en avant. Nous n'avions pas eu un soutien populaire international à la cause palestinienne de ce type-là depuis 1948. C'est un phénomène inédit. Troisième thèse que je développe dans l'ouvrage, c'est que comprendre ce qui se passe en Palestine nécessite de le réinscrire dans des plans plus globaux de ceux qui dominent la planète aujourd'hui. Et qui sont des plans qui ont été élaborés au moment où le monde se transformait par la disparition de l'URSS. Indépendamment des points de vue que l'on peut se faire de ce qu'était l'URSS à l'époque, chacun peut avoir son point de vue, mais même si on n'est pas d'accord sur le contenu de l'URSS, force est de constater que ça créait une bipolarité dans le monde. Ça créait un monde qui était structuré sur une bipolarité. La disparition de cela va produire une situation dans laquelle brusquement le monde va devenir un monde unipolaire, dans lequel les États-Unis se retrouvent la puissance dominante de la planète. Et il se pose dès ce moment-là la question de comment faire perdurer cette situation d'hégémonie totale sur la planète. Et pour la faire perdurer, eh bien, ils vont d'abord théoriser aux États-Unis quand la classe dominante veut avoir une théorie pour convaincre l'opinion, elle commande à des think tanks, des boîtes de pensée, des gens payés pour réfléchir, et on va avoir la théorisation de 2 grandes théories. La théorie de la fin de l'histoire, disant « Ok, le monde n'est pas parfait, mais c'est le mieux qu'on puisse avoir. Si vous voulez changer ça, ça va être la catastrophe, ça va être la barbarie. » Et deuxièmement, la théorie du choc des civilisations, c'est-à-dire de présenter le monde comme étant structuré par des civilisations qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, qui sont opposées les unes aux autres, qui sont homogènes et qui sont en réalité antagonistes les unes avec les autres. Si vous lisez
le livre d'Hutchinson, vous avez l'annonce à l'avance de toutes les guerres que nous avons connues depuis 15 ans. Toutes les guerres. Hutchinson nous dit, mais vous savez, il y a un ennemi arabo-musulman. Et cet ennemi arabo-musulman, la civilisation arabo-musulmane, est contradictoire avec la civilisation occidentale. Si l'Occident ne veut pas disparaître, il faut se défendre par rapport à cette civilisation. Et vous avez la Syrie, et vous avez la Libye, et vous avez le Soudan, et vous avez toutes ces guerres qui sont venues balkaniser un certain nombre de pays. Secondo, la civilisation orthodoxe, qui est présentée également comme étant contradictoire avec la civilisation occidentale. Et vous pouvez regarder du côté de l'Ukraine. Il nous présente également la civilisation confucéenne, c'est-à-dire la Chine. Et vous avez les éléments de compréhension d'un certain nombre de discours sur la théorie du pivot asiatique, c'est-à-dire l'idée qu'il faut absolument casser la dynamique économique de la Chine, empêcher la Chine de se développer, qu'elle est l'ennemi mortel. Bref, on a une stratégie de long terme du tournant des États-Unis pour faire de la chirurgie sociale et politique sur la planète et balkaniser un certain nombre d'États qui pourraient s'opposer à leurs intérêts. Et cette dimension-là va s'ajouter, outre ce premier élément de stratégie, il y en a un deuxième. Pour assurer durablement l'hégémonie états-unienne, il faut installer des sous-impérialismes. Il faut installer des États gérants locaux qui vont être ceux qui vont être les délégataires de la gestion de la région. Eh bien, Israël pour le Moyen-Orient est ce gérant local. Le Rwanda, par exemple, si vous voyez la guerre qui est actuellement entre le Rwanda et le Congo, vous comprendrez pourquoi le Rwanda, aujourd'hui, déclenche la guerre contre le Congo. Le Rwanda est un allié premier des États-Unis. Il a, dans le projet états-unien, vocation à devenir le gérant local pour la région. Certains pensent que le Maroc, certains aimeraient bien que le Maroc devienne, pour l'Afrique du Nord, exactement la même chose. Bref, vous voyez comment l'impérialisme tente d'inscrire dans la durée. Vous savez, Hitler disait « je veux inscrire mon Reich sur 1000 ans ». Les États-Unis ne l'ont pas dit, mais leur stratégie de balkanisation et de construction de pôles de gestion locaux font penser à cette dimension-là d'inscrire dans la durée leur hégémonie. Et je pense que si on n'a pas ça en tête, on ne comprendra pas pourquoi il y a et il y aura un soutien à Israël tant que nous n'aurons pas construit ici un rapport de force. Les Palestiniens continueront de résister, mais quelle que soit la force de leur résistance, ils n'ont pas le rapport de force qui leur permette de gagner face à cet état du monde que je viens de vous décrire. Et donc, la solution à la question palestinienne renvoie bien sûr à la résistance palestinienne, mais là-dessus, on sait très bien qu'elle va continuer, mais aussi au deuxième volet, qui est notre capacité à construire un mouvement massif, au moins aussi massif que celui qu'on a pu construire sur la guerre du Vietnam, au moins aussi massif que celui qu'on a construit pour l'apartheid en Afrique du Sud, et nous n'en sommes pas encore là aujourd'hui. Dernière thèse que je développe dans l'ouvrage, c'est de bien saisir en quoi la Palestine est le cœur stratégique mondial. Sans doute l'endroit dans lequel les contradictions du monde portent le plus d'enjeux. Ce que j'appelle un nœud stratégique et le nœud stratégique central. Je le disais tout à l'heure, c'est un continent qui est à l'intersection, une région qui est à l'intersection de 3 continents. Vous avez tous, dans vos manuels scolaires et à l'école, appris les croisades, et on vous a dit c'est pour des motifs religieux. Allez regarder le soubassement économique des croisades, allez regarder les flux commerciaux de l'époque et vous comprendrez que les croisades sont loin d'être simplement d'avoir simplement une dimension religieuse. Regardez pourquoi l'État de Grande-Bretagne, l'Empire britannique va décider à un moment donné, alors qu'il l'a refusé pendant plusieurs décennies, va décider de parrainer le projet sioniste et donc d'accompagner les sionistes vers la création d'un État. Ben vous vous apercevrez que la Grande-Bretagne, qui est alors la première puissance coloniale mondiale, la puissance impériale, dont Karl Marx disait qu'elle n'a pu s'industrialiser, qu'elle n'a pu se développer et devenir la première puissance mondiale que grâce à l'Inde, eh bien le Moyen-Orient, elle est sur la route des Indes. Si vous voulez sécuriser la route des Indes par rapport aux concurrents, il faut maîtriser le Moyen-Orient. Vous ajoutez à cela la découverte du pétrole, vous ajoutez à cela après 1945 la guerre froide, et qui vont expliquer pourquoi les États-Unis vont prendre le relais du parrain britannique au moment où ils deviennent la puissance hégémonique à la place de la Grande-Bretagne. Et puis si vous ramenez maintenant aujourd'hui, et que vous lisiez dans le détail le projet chinois de route de la soie, c'est ce grand projet de construction d'infrastructures
qui vient contrecarrer les intérêts économiques des États-Unis, mais pour les intérêts des peuples, eh bien, vous vous apercevez qu'un des points clés du projet des routes de la soie, c'est le Moyen-Orient. Et donc les États-Unis ne peuvent pas se permettre, s'ils veulent rester une puissance hégémoniste mondiale, de perdre le Moyen-Orient. Et c'est pour cela que le soutien à Israël sera un soutien qui durera. Ce qui veut dire qu'il faut s'attendre dans les semaines, les mois qui viennent, à ce qu'on ait des tentatives par les États-Unis de raviver le faux conflit sunnite-chiite que les États-Unis ont suscité depuis de nombreuses années. On va avoir un discours contre l'Iran, c'est dans la suite des balkanisations. Et que le génocide, inévitablement, reprendra, parce que c'est une condition pour stabiliser la région, c'est-à-dire pour imposer un Israël stable, capable de dominer la région. Je terminerai là-dessus sur quelques éléments de conclusion, en soulignant donc que si on a bien compris ces dimensions-là, c'est-à-dire qu'on est dans un cœur stratégique, eh bien, ça veut dire que les Palestiniens ne se battent pas que pour eux-mêmes. Bien sûr, ils se battent d'abord pour leur terre. Et si vous les interrogez, ils vous diront on se bat pour notre terre. Mais en réalité, en se battant pour leur terre, ils se battent pour la paix du monde. Parce qu'ils se battent contre, justement, ce qui fait l'hégémonisme de ceux qui déclenchent des guerres, y compris dans d'autres régions du monde. Mais surtout, ça sera surtout cela ma conclusion, nous sommes à un moment clé. La résistance palestinienne, malgré 180 000 morts, si on compte les morts indirectes, selon le journal Lancet, 180 000 morts, malgré ces dimensions-là, sont en réalité une défaite militaire d'Israël. L'ensemble des buts de guerre en sont un échec. Les Palestiniens ne sont pas partis. Ils reviennent sur leur ruine. Et par conséquent, et je pense que le cessez-le-feu et l'empressement de Trump à susciter le cessez-le-feu et l'empressement de Trump à tenter de proposer une sortie politique à l'impasse israélienne correspond à cette idée qu'il faut renforcer Israël. Donc dans les mois qui viennent, va se jouer une accélération. Soit nous sommes capables de montrer, de maintenir la mobilisation qu'on a eue pendant 15 mois et qui commence à faiblir. Ne nous mentons pas à nous-mêmes. Hein. Avec Michel Collomb, on a, depuis plusieurs mois, on circule dans toute la France. On sent bien, on est passé de salles dans lesquelles il y avait 250 personnes, 300 personnes. Aujourd'hui, il y a encore du monde, donc il y a quelque chose qui s'est passé. Hier, on était à 100 personnes, avant-hier à 150, mais on sent bien qu'on est sur une tendance descendante. Il va falloir se poser la question de la construction d'un mouvement durable, parce que la question palestinienne, ça n'est pas simplement réagir à des épisodes de génocide, c'est traiter les causes de ces génocides, c'est-à-dire le sionisme lui-même.